Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen du cours Anna. Le cours Anna est une école des arts de la scène située à Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt et Paris 16e. Les cours Anna, ce sont des cours de théâtre, des cours de comédie musicale, des cours de stand-up, des cours d'improvisation, des cours de danse hip-hop, mais également des cours de chant. Le cours Anna, c'est du plus petit de 3 ans jusqu'à ce que tu puisses tenir debout. Et le cours Anna, c'est également des podcasts. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une personnalité un peu particulière et rare dans mon podcast. Et oui, auparavant directeur marketing de Paramount et Warner, actuellement directeur de Parlophone, un label emblématique de l'industrie musicale. Reconnu par son approche audacieuse et sa passion pour la musique, il est à l'origine des succès de Santa, Amir, Angoun ou encore Johnny. Veuillez accueillir, s'il vous plaît, Antoine Guif-Yann. Bonjour Antoine. Bonjour. Est-ce que je me suis trompée dans l'intro? C'est bon. C'est parfait. Alors après, je vais pas prendre la paternité du succès de Johnny Hallyday, mais j'ai eu la chance, en tant que, à l'époque, directeur marketing chez Warner, d'avoir eu le privilège de travailler avec Johnny Hallyday sur ses 4 derniers albums studio. Waouh, quand même. Voilà. Le parcours d'Antoine, c'est quoi? C'est des études au CELSA, Sciences de l'information et de la communication, avec la volonté ferme de rentrer dans le milieu de la musique. C'était mon rêve de rentrer dans une maison de disques, et c'est arrivé. Je suis arrivé chez Sony Music, j'ai commencé en stage, et j'ai eu la chance d'être embauché juste après mon stage, voilà, comme responsable export. Et j'étais en charge de développer les artistes qui étaient signés chez Sony Music France à l'international. Et j'ai fait une rencontre extraordinaire avec une jeune artiste qui avait un peu plus que mon âge, mais qui était quasiment aussi jeune que moi à l'époque, qui s'appelait Angoun, et qui avait un énorme succès en France, qui s'appelait La Neige au Sahara. Et ce titre existait en version anglaise, et on a travaillé à l'international, et il s'est retrouvé commercialisé dans plus de 30 pays, et être classé numéro 1 dans plus d'une dizaine de pays, avec plus de 2 millions d'albums vendus dans le monde. Et ça a été une formation express sur le marché du disque à l'époque, parce qu'il y avait pas de streaming quand j'ai commencé, sur le marché du disque au niveau mondial. Et puis j'ai continué ma carrière voilà, dans la musique. Et après, j'ai fait une petite infidélité dans le cinéma ces dernières années. Et j'ai eu la chance de revenir chez Warner Music en tant que directeur du label Parlophone en 2021. Incroyable. Donc, tu as commencé stagiaire. J'ai commencé stagiaire, tout à fait, avec cette volonté de rentrer en maison de disque. C'était vraiment mon rêve. Un passionné. En quoi consiste le label Parlophone ? Alors, le label Parlophone, c'est un label mythique. Pour ceux qui connaissent bien, notamment les Beatles, c'est le logo mythique de Parlophone qui voilà, honore l'ensemble de la discographie des Beatles. Après, ce label a énormément évolué. Il compte des signatures extrêmement prestigieuses. Parlophone est présent dans le monde entier. C'est maintenant un label du groupe Warner Music dans le monde. Et en France, il se spécialise dans le répertoire local, le répertoire français. Et on a des signatures extrêmement prestigieuses. Alain Souchon, Jean-Louis Aubert, Michel Polnareff, Serge Lama, Renaud, et j'en passe. Françoise Hardy, qui nous a quittés malheureusement il y a quelques temps. Johnny Hallyday sur les dernières années de sa carrière artistique. Et puis aussi plein de jeunes artistes, Amir, Christophe Mahé, Santa, et bien d'autres. Voilà, donc c'est vraiment un label... c'est le label de la pop, c'est le label de la variété française dans tout ce que la pop a de complexe. C'est-à-dire, ça peut aller du plus P au plus mainstream. Voilà. Et on a aussi, il y a toujours une petite fantaisie. On a la chance d'avoir également David Guetta au sein de Parlophone, parce que c'est son label historique de signature. Quand même. Et même si c'est un artiste qui maintenant a une carrière internationale et qui a un contrat international, on a la chance chez Parlophone de continuer à le travailler sur le marché français, parce que voilà, c'est le label qui l'a accompagné pendant toute sa carrière. Et on en est très fiers. C'est ce que j'allais dire. Vous en êtes fiers, c'est sûr. Vous avez commencé en tant que directeur marketing, mais ça consiste en quoi ? Alors, le directeur marketing, si je dois résumer en une phrase, c'est de maximiser le potentiel d'un projet. Voilà. Le directeur marketing, il n'est pas dans le process artistique, mais quand on lui présente un projet, il doit se dire
à qui ça s'adresse et comment j'y arrive. Et à partir de ce moment-là, définir une stratégie promotionnelle et marketing avec l'artiste, avec le manager, avec l'ensemble des équipes, pour pouvoir réussir à breaker l'artiste. Alors, breaker l'artiste, ça veut dire beaucoup de choses, et puis voilà, le succès est mesurable, mais peut différer d'un artiste à un autre. Mais en tous les cas, l'objectif, c'est que l'artiste puisse rencontrer son public. Voilà, ça, c'est l'objectif du directeur marketing, c'est de permettre à l'artiste de rencontrer son public et de réussir. C'est clair. C'est l'objectif numéro 1, mais pour cela, il n'est pas tout seul. Hein. Il est aidé de chefs de projet, il est aidé, bien évidemment, d'une équipe promotionnelle, et puis de plein d'équipes transverses qui travaillent dans le digital, qui travaillent notamment sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, qui est maintenant un outil extrêmement important dans le développement de la musique, avec des équipes qui vont pitcher les titres en streaming, etc., etc., etc. C'est vraiment, on va dire, le chef d'orchestre de la stratégie de conquête d'un artiste auprès de ses audiences, auprès de son public. Ok, super. Moi, j'achète. Maintenant, vous êtes directeur de Warner. Alors, je suis directeur général du label Parlophone, qui fait partie du groupe Warner Music. Alors, moi, j'aimerais savoir, aujourd'hui, ça veut dire quoi signer dans une maison de disques ? Alors, ça a énormément changé parce que à l'époque, il y avait quasiment une seule typologie de contrat. Il faut comprendre une chose, c'est que vous avez des contrats d'artistes, c'est-à-dire que la maison de disques, le label, va signer un artiste et en direct avec lui. Voilà. De nos jours, avec l'avènement des nouvelles technologies, puis avec les changements, encore une fois, des modes de production, la facilité qui est accordée à plein de gens de pouvoir produire de la musique. C'était avant quelque chose qui était plutôt un privilège. Maintenant, c'est donné à plein de gens, avec les outils modernes. Beaucoup d'artistes arrivent avec déjà un écosystème déjà de prêt. Ils arrivent avec déjà leur production, avec déjà quelquefois même leurs clips. Et ce qu'ils nous demandent, c'est pas de les aider à produire du son et de produire du contenu, mais les aider à trouver leurs audiences. Voilà, on a un super projet, mais on ne sait pas comment s'y prendre. Et là, du coup, il y a différentes typologies de contrats, et ce qu'on appelle des contrats de licence ou des contrats de distribution améliorée, où en fin de compte, le rôle de la maison de disques, il est plus restreint que par avant. C'est-à-dire qu'on n'est pas producteur en tant que tel, c'est-à-dire c'est pas nous qui sommes à l'initiative de la production du son, c'est les artistes qui le sont, mais on les accompagne dans toute la stratégie. L'exemple de Santa, c'est Santa est quelqu'un de très autonome artistiquement. C'est la chanteuse d'iPhone. Elle est extrêmement brillante. Elle avait un projet qui était un projet hors cadre qu'elle a travaillé toute seule de manière totalement confidentielle. Elle nous l'a fait écouter en 2021, fin 2021. On a totalement craqué. Et on dit, écoute, on va le travailler ensemble, on va le bosser ensemble. Mais c'est elle qui est à l'origine du projet, qui l'a construit, pensé, réfléchi, structuré, conceptualisé de A à Z. Et nous, on est là vraiment pour l'accompagner dans l'objectif de succès. Et c'est un travail collectif et qui a réussi. Jusque-là, on est très content. Elle est très talentueuse et on en est ravis. Mais c'est clairement, il y a vraiment des typologies d'artistes qui sont très différentes. Et Santa en est l'exemple parfait avec quelqu'un qui est je dirais, sa propre directrice marketing, sa propre directrice de la promotion, sa propre... Elle fait tout. Elle est, voilà, elle a son label et elle utilise Parlophone et les équipes transverses pour promouvoir son projet, pour breaker son projet. Mais c'est des typologies d'artistes qui sont extrêmement différentes. Et dans le même temps, on signe encore des artistes en contrat d'artistes qui ont besoin qu'on les accompagne même artistiquement, qu'on les accompagne en studio, qu'on les accompagne sur des recherches de titres, sur des recherches de répertoire, etc. etc. Donc maintenant, signer en maison de disques, ça veut dire plein de choses. Et c'est un avantage majeur. C'est quelle que soit la manière dont on conçoit sa musique, on peut trouver sa place chez Parlophone. Voilà, on n'est pas obligé d'être produit par Parlophone. On peut être distribué, on peut être licencié par Parlophone. Voilà. C'est un avantage majeur parce que ça ouvre tout un champ des possibles et des niveaux d'autonomie que certains artistes demandent de nos jours
pour pouvoir s'exprimer librement et être artistiquement plus souple et plus en phase avec leurs attentes. Alors, comment vous sélectionnez les artistes et qu'est-ce qui vous attire? Pourquoi Santa et pas quelqu'un d'autre? Parce que vous recherchez une singularité à chaque fois ou ça se passe comment pour dire c'est lui? Alors, c'est une excellente question. Si on avait la réponse, on serait tous milliardaires sur une île en train de siroter des margaritas fraises. J'aimerais bien. Et celui qui va vous dire qu'il a la réponse est un menteur. Un menteur. Voilà. Parce qu'on est dans une industrie, alors ça s'appelle une industrie musicale, l'industrie du divertissement, mais il y a quelque chose d'assez fascinant, c'est que la très grande majeure partie de notre travail est insondable, impalpable, et ne s'anticipe assez peu. Voilà. On a un objectif de maximisation, mais à un moment donné, il y a la magie qui opère. C'est-à-dire que est-ce qu'un titre rencontre son public? Est-ce qu'un artiste ou une artiste rencontre son public? Ça, c'est quelque chose que l'on peut difficilement contrôler. C'est de l'ordre de l'émotionnel. Et donc, dans la sélection des projets des artistes, on est aidé par des indicateurs qui peuvent être des indicateurs, alors de nos jours, des indicateurs data, clairement, des indicateurs d'écoute, d'engagement, d'engagement des audiences sur les réseaux sociaux, de viralité des titres, etc. Donc tout ça, c'est des indicateurs, mais ça remplace pas l'oreille. Bien sûr. Moi, il y a plein de projets qui me reviennent parce que j'ai des indicateurs digitaux qui sont incroyables. De la viralité sur TikTok, des streams totalement organiques sur Spotify. Je me dis, waouh, c'est super, c'est vachement bien. J'écoute et je rencontre l'artiste. Et c'est pas que j'aime pas l'artiste, c'est que je me dis, qu'est-ce que je peux lui apporter à cet artiste? Et il y a des fois, j'arrive pas à trouver la réponse. Si je trouve pas la réponse, j'y vais pas. Je lui dis, je serai pas la bonne personne pour toi. Moi, mon objectif, c'est de dire, voilà, t'as réussi avec ta musique, avec tes petits moyens, avec ton talent, à atteindre un tel nombre de personnes, à les engager, à les rendre addicts à ton projet musical. Moi, mon objectif, c'est d'aller chercher beaucoup plus loin. Voilà. Et systématiquement, quand je signe un projet, qu'il soit pointu ou qu'il soit mainstream, c'est de dire où est-ce qu'on peut aller chercher plus gros. Si j'arrive à trouver cette réponse, si je me dis, je sais où on est et je sais où on veut aller, et si on est d'accord avec l'artiste, parce que quelquefois ils ne sont pas d'accord, moi l'objectif c'est d'aller le plus mainstream possible. C'est-à-dire que même si vous avez un projet un peu pointu, je pense que les titres peuvent exploser. Chaque personne a une lecture différente du titre. Et je ne crois pas à la niche, je ne crois pas au silotage. Je pense qu'un titre comme Popcorn Salé, je donne l'exemple de Santa, c'était un titre qui était totalement hors cadre. C'était déjà une ballade au piano, qui faisait plus de 3 minutes, avec 30 secondes d'intro au piano. Tout le monde m'a dit, tout le monde. Médias, streaming, ça va être très compliqué. Et c'est vrai que ça a été très compliqué. Parce que c'est totalement hors cadre, ça ne correspond absolument aucun des formatages. Mais à un moment donné, il y avait une force émotionnelle dans ce titre. Et je me disais, quand j'écoutais ce titre-là, je dis, je sais qu'on va sortir les rames, mais ce titre-là, il est intergénérationnel. C'est que c'est un titre qui va aller cibler les gamins, comme qui va cibler les personnes qui ont plus de 70 ans. C'est un titre extrêmement fort et chacun a sa lecture. Santa, elle l'a écrit, il y a quelque chose de très intime, très personnel. Et elle a cette force de quelque chose de très personnel, elle en a fait un thème universel et chacun décode ce titre de manière totalement personnelle et unique. Et il a fallu 2 ans pour briquer le titre, mais on avait cette conviction et on a bossé pendant 2 ans sans arrêt. Voilà. Et on a eu la chance d'avoir une artiste qui était très intelligente, très motivée, qui n'a pas baissé les bras et le résultat est là. Bravo. Moi, je dis bravo. Ouais, bravo à elle, surtout parce que c'était, encore une fois, c'est un projet qui était, quand je dis iconoclaste, c'est qu'en effet, il ne rentrait dans aucun cadre de ce qui se signait et de ce qui fonctionnait en streaming et en radio, voilà, au moment donné. Voilà. Ce sont des risques que vous avez pris et c'est un travail aussi d'équipe. Parce que déjà l'artiste est dingue et puis surtout parce que le reste du répertoire était fort. Voilà, quand on a écouté le projet, on a dit c'est un projet qui est assez inclassable. Elle avait mis du Balavoine, du Véronique Sanson, du Mylène Farmer, du Françoise Hardy, de Jean-Jacques Goldman. Elle avait tout ça mis dans un mixeur. En plus, elle a une double culture américaine et française qui fait que derrière, elle n'a pas cette espèce de pudeur ou ce côté où est-ce que je vais faire, est-ce que ça va être trop teinté old school, etc. Elle n'a pas du tout ce genre de réflexes qui sont des facteurs extrêmement bloquants. Donc elle a cette grande liberté artistique de s'emparer, encore une fois, des
je dirais, des grandes thématiques de la chanson française éternelle et d'en faire quelque chose d'extrêmement moderne et contemporain. Et quand les gens, quand on faisait écouter aux médias, quand on faisait écouter aux partenaires streaming, etc., tout le monde disait, ouais, c'est bien, mais ça ressemble à pas, ouais, c'est compliqué, quoi. De nos jours, en 2023, 2024, est-ce que tu vois ça breaker? C'est très compliqué. Oui, je vois. Et c'est le public. Ouais, déjà, on y est. Et c'est le public qui a fait la différence. Voilà, c'est le public qui a décidé. Oui, qui a une énorme place. Ah bah c'est l'arbitre. Hein. Au final, moi j'ai connu des projets, voilà, qui ont connu très peu de marketing et qui ont cartonné parce que le public en a décidé, l'avait décidé, et puis des projets qui ont eu beaucoup d'attention de promo et de marketing et le public avait décidé que ça ne marcherait pas et ça n'a pas marché. Donc il faut être assez humble, toujours dans la manière. On a un rôle important, mais au final, la personne décisive, c'est l'auditeur. Quel artiste a été compliqué à signer? Si on peut rentrer un peu dans les dessous de l'industrie musicale. Moi, j'ai repris le label en 2021, donc j'aurais pas vraiment de retour de signature difficile, parce que je signe des nouveaux artistes. Donc, il faut que ce soit faut qu'il y ait une relation de confiance qui s'instaure. Il y a des fois, on fait des rendez-vous et ça se passe bien. Mais soit l'artiste sent pas le discours que je lui tiens, soit moi je sens pas l'artiste en phase avec ce que je suis en train de dire et que on va pas avancer ensemble. Donc il faut obligatoirement qu'il y ait un sentiment de confiance et puis de compréhension et surtout de vision mutuelle. Voilà. Aucun projet ne se fait sans réussite collective. Ça, c'est indéniable. Il y a aucun. Je disais que le directeur marketing, c'était le chef d'orchestre. C'est un chef d'orchestre, mais un chef d'orchestre sans orchestre, ça fait rien. Donc il faut vraiment, et ça je le dis, c'est que le succès d'un artiste, il est jamais dû soit à l'artiste tout seul, soit aux équipes tout seul. C'est vraiment un travail collectif. C'est vraiment quand toutes les énergies, toutes les synergies se mettent en phase. Et qu'on arrive au moment T, voilà. Après, il y a un moment de grâce qui arrive et qui est un peu, voilà, comme je dis, insondable. C'est ce moment-là, et c'est là qu'on pack les projets. Mais après, sur ce qui est plus compliqué, c'est les re-signatures d'artistes. Quand vous avez briqué un artiste, que ça devient une star et que ce contrat vient à échéance, là, bien évidemment, vous avez des artistes qui sont sollicités par la concurrence, et c'est normal. Et après, les artistes font leur choix. Quelquefois, ils peuvent avoir des propositions très alléchantes à l'extérieur. Et puis, il y a des fois aussi, ils font les choix des équipes et de la maîtrise, encore une fois, des stratégies marketing et promotionnelles. Je donne l'exemple d'Amir. Amir, il a vendu plus d'1 million d'albums. C'est l'un des plus gros artistes masculins de la scène musicale française de nos jours. Il n'y a pas un album qui n'est pas certifié multiplatine. Sur le dernier album, on est à plus de 260 000 ventes et il a fait 3 singles d'or, 2 disques de platine. Enfin, donc c'est un artiste qui cartonne. On a travaillé ce projet, même si on n'avait pas... on savait qu'on avait un contrat à échéance, mais on a travaillé cet album comme si on continuait avec lui. On n'a pas montré de prudence, etc. Il a été sollicité par toute la concurrence. Tout le monde voulait le signer parce qu'il savait qu'il était libre. Et puis, il a re-signé avec nous, avec Parlophone, parce qu'il est en confiance avec les équipes et qu'il sait que, déjà, on l'aime. C'est important d'aimer les artistes. Et puis, d'être en compréhension, en phase avec ce qu'il veut faire et d'être force de proposition. Et puis, voilà, on fait des très belles choses. Je suis très heureux de tout ce qui s'est passé autour des Jeux Olympiques, où il a eu un single qui est devenu mythique, puisque je pense que c'est rentré dans la tête de n'importe quelle personne qui a regardé la télé pendant l'été. Et puis c'est un artiste super talentueux, donc on est ravis quand les artistes décident de continuer avec Parlophone, indépendamment des sollicitations de la concurrence, parce qu'ils ont confiance. La confiance, ça reste le maître mot. Les artistes qui partent uniquement pour prendre un chèque ailleurs, c'est vraiment pas la meilleure des solutions. Il y en a qui peuvent le faire, mais c'est pas la meilleure des options. Quelle importance accordez-vous à la collaboration entre artistes ? Super importante. Nous, on le fait énormément, et on le fait énormément chez Warner, notamment entre les artistes internationaux et les artistes locaux. Entre les artistes français et les artistes internationaux, les artistes qui sont signés à l'international, donc ils peuvent être américains, anglais, italiens, allemands, enfin voilà, ils peuvent être de plein de pays. Voilà, je vais donner l'exemple du dernier single de Sia, où une jeune artiste qu'on a signée, Bianca Costa,
une jeune artiste brésilienne qui vit en France, qui est super talentueuse, voilà, a fait un featuring en français. Voilà, on a fait sur un dernier single d'Amir, on a demandé à Jason Derulo de participer à son single. Donc on fait plein comme ça de collaborations et on a eu un énorme succès très récent sur un jeune artiste américain qui s'appelle Benson Boone. J'étais à Miami au mois d'octobre 2021, j'arrivais chez Warner et donc on me présentait un peu toutes les équipes. Et un showcase est organisé et on nous présente la sensation américaine Benson Boone. Le gars avait un numéro 1 TikTok aux États-Unis, c'était la folie. Et il nous joue plusieurs titres, dont un titre qui s'appelle In the Stars, mais qui n'était pas identifié comme un single. En tous les cas, voilà, c'était un titre de répertoire. Et j'ai trouvé le titre absolument magnifique. Et j'ai dit, ce serait formidable qu'on en fasse une version française avec un artiste français. Et quand je suis revenu en France, j'en ai parlé au directeur du répertoire international qui s'appelle Romain Pasquier et qui a écouté le titre, qui a trouvé le titre génial et qui a dit, écoute, on va demander, en effet, on va demander aux Américains de savoir s'ils sont prêts à travailler sur un projet un peu, un peu fou. Ouais, iconoclaste, c'est-à-dire qu'on va prendre cette chanson, on va le faire en duo avec une artiste française. Et on l'a fait avec une jeune artiste qui s'appelle Philippine Lavray, qui est une toute jeune artiste magnifique, que j'ai signée, qui est formidable. Et le single s'appelle In the Stars et ça a été le titre le plus joué en radio en 2023. Voilà, donc quand il y a des histoires comme ça qui se concrétisent en gros succès, c'est vraiment génial. N'y a-t-il pas une défiance du marché face aux majors, Warner, Sony Music, Universal Music, face aux labels indépendants? Alors, cette histoire, j'ai toujours été un peu surpris, moi, de cette espèce de dichotomie entre label indépendant et major. Pour moi, c'est l'état d'esprit qui compte. Nous, dans chez Parlophone, on a un esprit indépendant. On est dans une major, mais dans le même temps, on travaille sur des stratégies qui sont des stratégies, quelquefois, de label SP, de label indé. Sauf qu'on a un avantage, c'est que les majors permettent aussi des plus gros moyens. Et je ne parle pas uniquement en cash, je ne parle pas uniquement d'investissement, mais en termes d'équipe. Quand vous êtes chez Warner et que vous êtes signé chez Parlophone, même si vous êtes un artiste un peu pointu, ou en tout cas avec des audiences qui sont des audiences bien spécifiques et que vous devez solliciter, qui nécessitent vraiment un travail, un accompagnement marketing très, très spécifique et peut-être moins mainstream, vous êtes quand même épaulé par une armée derrière qui va aller pitcher votre titre sur Deezer, sur Spotify, sur Apple, qui va aller travailler sur des stratégies TikTok. Et vous avez plein de personnes et vous bénéficiez de toute cette expertise que dans certains labels indépendants, vous n'avez pas. Donc, moi, je vois pas de différence. Je trouve qu'on a plutôt de la chance d'être sur une major si derrière, encore une fois, on a cet esprit vif. Les gens considèrent le label indépendant comme étant un état d'esprit de vivacité et d'opportunisme, marketing, etc., loin des stratégies un peu, on va dire, monolithique ou très marketé des majors. C'est absolument pas vrai. Il y a autant de sorties que de stratégies. On n'applique jamais la même stratégie sur un projet parce que tous les projets sont différents. Et donc nous, en tout cas chez Parlophone, on a cet esprit de vivacité intellectuelle pour réfléchir à des stratégies, quelquefois des stratégies qui sont totalement hors cadre et qui pourraient être celles d'un petit label indépendant. Et puis, on a un avantage, c'est qu'on bénéficie, encore une fois, d'une armée de personnes expertes sur plein de domaines, en digital, en publicité, en targeting des audiences, etc. Et que ça, c'est plutôt une chance pour un artiste que d'être dans un label où, malheureusement, il n'y a pas cette expertise. Franchement, je comprends. Si je suis jeune artiste, j'ai quoi comme choix devant moi? Quel conseil donneriez-vous à un jeune artiste qui souhaite percer dans la musique? Alors... Avant, on pouvait signer des artistes, uniquement des interprètes seuls. On avait des titres, on avait une idée, un concept, et on cherchait l'interprète, on cherchait la voix. Voilà. Ce type de signature est de plus en plus rare, parce qu'encore une fois, la manière dont la musique est consommée est totalement différente. Maintenant, quand on est un jeune artiste, il faut qu'on arrive à séduire des audiences, à conquérir des audiences. Et ces audiences-là, elles arrivent à se conquérir par de l'organique. C'est-à-dire qu'encore une fois, l'artiste, il va créer ses réseaux sociaux.
il va mettre à disposition sa musique et il va voir le taux d'engagement. Il va voir l'engagement de ses audiences. Il a accès à tout un nombre incalculable de data et ça lui permet d'adapter son discours, d'adapter son répertoire. Il y a certains titres qui vont mieux marcher que d'autres. Et ça va lui donner des indicateurs sur le fait de savoir sur le public qu'il a, même si c'est des petites audiences de quelques milliers de personnes, ça va lui donner des indicateurs sur la manière dont le public réagit, comment il écoute le titre, comment il se l'approprie. Et c'est des vraies aides à la conception de répertoire. C'est-à-dire que si c'est pris intelligemment, si les datas sont vraiment prises intelligemment, elles peuvent vraiment aider un artiste à construire un répertoire. Et à construire un répertoire avec des audiences qui vont s'engager, qui vont devenir très vite une petite communauté de fans, de super fans. Mais ces petites communautés de fans, elles peuvent être vraiment les meilleurs promoteurs de sa musique. Et nous, ce qu'on regarde quand on arrive avec quand on a des jeunes artistes, c'est pas tant le volume, parce que le volume, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est de voir l'engagement de ces audiences. J'ai créé une communauté, une petite communauté, mais cette communauté, elle est extrêmement engagée sur mon répertoire. Elle l'écoute, elle le partage, elle le like, elle le réécoute, elle le met en bibliothèque. Donc il faut quand même être présent sur les réseaux, il faut se montrer. Ça reste maintenant, oui, un élément majeur pour susciter l'intérêt d'un label. Parce que, de nos jours, il est très rare qu'un label décide de dire bon bah écoutez voilà j'ai ce titre là et je cherche à le faire interpréter par quelqu'un. Ça fonctionne plus comme ça. Maintenant les titres encore une fois ils doivent engager des audiences, donc de travailler from scratch on peut le faire encore, mais c'est vraiment plus, et c'est même plus la manière dont les artistes qui se présentent veulent incarner leur projet. Les jeunes artistes qui arrivent, ils ont réfléchi à leur projet, ils ont une vraie identité musicale, un ADN. Donc ils viennent avec une vraie maquette. Ils viennent plus qu'avec une maquette, ils viennent vraiment avec un univers, avec un concept. Et ce qu'ils nous demandent à nous, c'est de dire, est-ce que vous trouvez ça bien ? Voilà moi où j'en suis arrivé. Est-ce que vous croyez que je peux aller beaucoup plus loin ? Et si vous croyez, comment vous pouvez m'accompagner là-dessus ? Voilà. Et moi, je systématiquement, c'est cette discussion que j'ai avec eux. Je dis déjà bravo, parce que je rencontre uniquement des artistes. Quelquefois, ils sont surpris que certains artistes, je les rencontre alors qu'ils ont 3000 ou 4000 personnes qui les suivent. Mais sur ces 3000 ou 4000 personnes, nous, on a des indicateurs qui nous laissent penser que sur ces 4000 personnes, il y a 4000 personnes ultra engagées. Je préfère avoir 4000 personnes ultra engagées qui sont abonnées sur une page, sur un Instagram et qui vont regarder des covers ou sur un artiste qui va susciter vraiment l'intérêt, plutôt qu'un artiste qui va faire énormément de streams, mais ça va être de l'écoute passive. Il n'y a pas vraiment d'intérêt sur l'artiste. Nous, on signe des carrières. On signe pas des titres uniquement. Enfin, voilà, moi, mon objectif en tant que parlophone, c'est un label prestigieux, c'est de signer des carrières. D'ailleurs, on a un slogan, c'est le label des grands artistes et de ceux qui vont le devenir. Ça ne veut pas dire qu'un jour, si je ne craque pas sur un titre qui peut être ce qu'on appelle un What It Wonder, c'est-à-dire voilà, un titre un peu qui devient un peu un tube, mais derrière, il n'est pas vraiment incarné par un artiste, je ne le signe pas, je peux le signer. Mais mon objectif, tous les jours, avec mes équipes, c'est de découvrir des nouveaux talents. C'est de se dire, bah voilà, cet artiste-là, on va en faire une star. Voilà. Alors, dans la musique, le taux de conversion est assez faible. On va dire que sur 10 signatures, il y en a une qui pète. C'est comme ça. Mais jamais je vais signer un projet en disant je ne crois pas à cet artiste. Systématiquement, quand on voit l'artiste, on dit bah voilà, on va en faire un succès, on va en faire une star. Et pour pouvoir déterminer ça, au-delà de la musique, il faut voir comment cette personne, sur les audiences qu'il a réussi de manière organique à rassembler, comment ces audiences réagissent. Ça, c'est un super indicateur pour nous. Donc, il y a des fois, oui, je préfère regarder un petit artiste qui a des petites audiences, mais qui sont ultra mobilisés, que quelqu'un qui arrive avec des stats beaucoup plus importantes en termes de nombre, et au final, sur lequel il y a très peu d'engagement. Ça se passe comment ? On vous envoie un mail pour avoir un rendez-vous ? Comment ça se passe ? Alors déjà, c'est souvent nous qui sollicitons la plupart du temps, parce qu'on a des indicateurs, on a des logiciels, on a des plateformes qui nous permettent d'identifier les titres qui ne sont pas signés. Voilà. Et on contacte les artistes. Voilà. Et des fois, après, c'est les artistes qui nous contactent parce qu'ils ont vu un boulot qu'on a fait sur tel ou tel artiste et qui se disent ah bah, voilà, j'aimerais beaucoup bosser avec vous. Surtout que maintenant, la plupart des artistes, ils distribuent déjà leur musique. Quand ils arrivent,
une bonne partie, leur son est déjà distribué. C'est de la pure distribution, il n'y a pas de marketing. Oui. Mais bon, quand même. Ils se disent, bon voilà, j'ai réussi à faire 300 ou 400 000 streams sur ce titre-là, uniquement en organique. Mais là, je me rends compte que voilà, je passe pas le cap parce que j'ai pas le knowledge pour aller chercher des stratégies digitales, pour aller chercher de nouvelles audiences. Mon titre, il n'est pas travaillé en pitch streaming, je fais pas de promo, je suis pas en radio, je suis nulle part. Donc c'est là où vous intervenez. Et c'est là où nous, on va rencontrer l'artiste et on va dire, nous, oui, on croit à ton projet et on va pouvoir l'amener là où tu veux l'amener. Projet récent, une petite question, une expérience marquante de votre carrière, la plus waouh. Moi, sur le fait de m'être occupé comme des dernières productions de Johnny Hallyday. Ça a été quand même quelque chose d'absolument incroyable en tant que directeur marketing. De dire que je me suis occupé du plus grand artiste français de tous les temps, c'est quand même une chance. Voilà. Puis d'avoir... Johnny Hallyday, il a dû rencontrer 50 000 directeurs marketing dans sa carrière. On a fait des belles choses avec Johnny. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire des choses absolument dingues. Sur un album, on a réussi à faire un projet un peu à la Beyoncé où personne n'était au courant qu'il allait sortir un album. Et sur la scène du stade de Pierre-Mauroy à Lille, il annonce qu'il va sortir un album dans quelques semaines et il chante en avant-première sur scène son premier single et qu'à ce moment-là, en simultané, sur toutes les plateformes, le titre il sort, etc. et que rien n'a fuité. Rien n'a fuité. Et ça, c'est une idée qu'on avait proposée à l'artiste. Et on peut se dire, mais le gars a tellement de carrière, tellement de succès. Mais qu'est-ce qu'il vient de me proposer des idées à la con comme ça et pas du tout. Voilà, il y avait ce côté avec Laetitia hyper alerte sur toutes les stratégies marketing, sur toutes les stratégies de communication et de pouvoir dire bingo, on le fait. Donc on a travaillé un album, on a produit un album dans le plus grand secret en faisant signer des lettres de confidentialité à tout le monde dès qu'on parlait à quelqu'un. On n'a pas dormi de la nuit, on était persuadés que tout allait fuiter, que tout allait se planter, que rien n'allait se faire, que ça allait être une catastrophe, que ça allait être une déconvenue incroyable, que l'artiste allait être déçu parce qu'on n'aurait pas su tenir la langue des gens avec qui on avait bossé. Et on a gardé le secret pendant combien de temps ? Pendant plusieurs mois, hein, ça a duré 3-4 mois et vraiment jusqu'au dernier moment, personne n'était au courant. Ça, c'était vraiment quelque chose de... Parce que voilà, à part une Beyoncé à l'international, personne ne faisait ça. Et on a réussi à le faire en France sur un artiste en plus, un artiste iconique, un artiste patrimonial. Bien sûr. Donc ça, c'est vrai que c'est des grandes fiertés quand on doit se souvenir de plein de choses. Il y a des souvenirs qui restent un peu plus gravés que d'autres et celui-ci, il l'est, quoi. C'est des choses où j'éprouve jamais de la fierté personnelle, c'est-à-dire encore une fois, j'éprouve de la fierté collective quand on réussit un projet parce que je sais à quel point c'est vraiment le travail collectif qui fait la différence. Je le dis vraiment en toute sincérité, sans humilité. C'est vraiment la qualité des équipes et la qualité des énergies collectives qui fait la différence. Mais il y a des fois, on éprouve une fierté personnelle sur quelque chose qu'on a mis en place. Et c'est vrai que sur cette stratégie, j'étais content de l'avoir mené à bout. Ça se sent et ça se ressent. Vous pouvez être fier, dans tous les cas. Les projets d'Antoine Gouif, Yann, c'est quoi ? Si on peut en savoir un peu plus. Si on peut le dire. Continuer à créer des carrières. Voilà, je suis très content du succès de Santa. C'est un projet qui a réussi à émerger en 2 ans. Alors 2 ans, c'est long et c'est pas long dans la pop. Hein. Autant dans le rap et l'urbain, c'est beaucoup plus rapide. Autant dans la pop, c'est beaucoup plus long, c'est plus fastidieux. Mais je suis content parce que je sais qu'on a créé une star. Voilà. Et ça se remarque parce que derrière, elle a une tournée des Zéniths qui s'annonce sold out partout. Qu'elle est incroyablement créative. J'ai vu son concert au Trianon. Je suis tombé à la renverse. Donc voilà, ça c'est vraiment une grande fierté de voir une artiste extrêmement talentueuse
prendre une place qui va être très importante dans le paysage musical français. Ça, j'en ai la certitude. Voilà, ça va vraiment devenir une énorme star française. Donc ça, c'est une fierté. Et puis, toutes les signatures qu'on a fait depuis plusieurs mois et qui sont en train d'émerger. On en a parlé de certaines, mais il y a un jeune artiste qui s'appelle Léman, qui est incroyable, qui a fait plus de 20 millions de streams sur son EP totalement organique, qui commence à exploser. Une jeune artiste qui s'appelle Rory, qui est absolument incroyable sur scène. Un jeune artiste pop chanson urbain qui s'appelle Alien, là aussi 2 millions de streams cet été, totalement organique et avec des retours de dingue. Donc c'est encore plusieurs mois de travail acharné, mais c'est potentiellement les futures stars de la pop qui vont arriver dans les mois qui viennent et l'année qui vient. Donc oui, je suis très content des signatures qu'on a faites. Il y en a plein, hein. Et je vais en oublier, je m'en excuse par ailleurs, mais voilà, il y a des signatures très excitantes qui arrivent. Et puis, on va avoir des très beaux projets d'artistes de légende qui vont arriver. On a la chance d'avoir des artistes de légende. Et là, on a un nouvel album de Jean-Louis Aubert qui démarre très fort. Et c'est toujours un énorme privilège de travailler un artiste aussi emblématique, aussi légendaire. Et puis, il y a d'autres projets, je ne peux rien dire encore, mais qui arrivent et qui vont être absolument dingues. Donc, on va avoir toute une jeune génération d'artistes qui vont arriver. Et puis aussi des artistes iconiques de la chanson française qui vont arriver avec leurs projets. Donc c'est un peu c'est ça que je viens chez Parlophone. Voilà, c'est des grandes marques artistes et des nouveaux artistes qui vont devenir les prochaines grandes marques artistes françaises. Incroyable, parce qu'on vous sent animé, on vous sent passionné après toutes ces années. Vous êtes là encore à les dénicher, qu'est-ce qu'on peut faire pour voir encore plus grand et puis que ce soit aussi très très excitant quand on se lève. Vous avez dit quelque chose qui est la clé, je pense, c'est l'enthousiasme. Si on n'est pas enthousiaste dans ce métier, il faut en changer. Je pense que c'est la pire des choses, de ne pas être enthousiaste. C'est un métier très dur, qui est très prenant, enfin très dur. Je me comprends, les gens qui vont écouter vont dire il y a beaucoup plus dur. Non mais dur parce que vous comptez pas vos horaires, il y a vraiment plus de vie privée, vie personnelle et professionnelle, tout est mélangé, vous êtes H24 disponible, etc. Donc c'est vrai que en termes de temps et d'énergie, c'est extrêmement prenant. Mais après, c'est vrai, c'est un métier passion. Et on a la chance de travailler, encore une fois, c'est pas des pots de yaourt. On travaille avec des êtres humains, on travaille en plus avec des êtres sensibles, parce que les artistes sont des gens très sensibles. Avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire des hauts et des bas, parce que c'est un roller coaster émotionnel constant, mais on est au cœur de la création. C'est fascinant d'être au cœur de la création artistique et de pouvoir épauler, de pouvoir guider une création artistique. C'est vraiment génial. Et puis surtout, quand une chanson rencontre son public, quand un artiste rencontre son public et qu'il y a le succès, et que vous voyez les étoiles dans les yeux des personnes qui vont chanter des chansons, qui vont avoir les larmes aux yeux parce qu'elles chantent une balade qui les émeut, ou d'avoir des gens qui vont trépigner et taper des mains parce que derrière, elles vont être sur un up-tempo incroyable et ça va leur donner une énergie de fou, vous avez le plus beau métier du monde, honnêtement. Vous avez le plus beau métier du monde. Donc oui, c'est très prenant en termes d'horaire, mais on se dit qu'on vit un métier dingue, et donc si on n'est pas enthousiaste, autant en changer. Voilà. Et moi, je ne peux être que fière de ce temps que vous avez pris pour le Corana et pour ce podcast. Je vais finir avec un petit speed quizzing. C'est OK pour vous? Alors, ça faudra enlever. Alors. Dès que vous êtes prêt, vous me dites. Oui, OK. Je suis prêt. TikTok ou Insta? C'est personnel ou c'est pour au niveau métier? Au niveau métier. Métier, alors TikTok. Artiste compliqué mais talentueux ou artiste moyen mais facile à gérer? Compliqué mais talentueux. Être le directeur d'un label indépendant ou d'un grand label? D'un grand label, parce que ça offre plus d'opportunités et de capacité à batailler. Le plus bel artiste que vous ayez signé? C'est compliqué de dire le plus bel artiste. Voilà. Non, je suis vraiment fier de toutes les signatures. On signe peu chez Parlophone par rapport à d'autres labels, où vraiment ils ont une politique de signature beaucoup plus agressive. Mais vu que nous, on est vraiment sur une stratégie de création de carrière, on signe assez peu. Donc je dirais là, je voudrais pas, parce que c'est pas
Mais vous avez le droit. Donc, je ne vais pas citer de nom. Ok. Avoir un budget illimité pour un clip ou pour la promotion d'un album? Alors, je vais vous dire la promotion d'un album, parce que c'est sur le long cours que ça fonctionne. Voilà. Donc, si je peux avoir les deux, tant mieux. Hein. Mais non, c'est surtout sur de la pop. La durée, l'endurance, c'est la meilleure chance de breaker. Concert ou festival? Les deux, en général, parce que voilà, les deux offrent les festivals sont extrêmement importants pour créer de l'identification sur l'artiste. Et après, les concerts, c'est la concrétisation d'une rencontre entre l'artiste et son public. Découvrir un artiste talentueux à l'étranger ou soutenir un artiste local en difficulté? On peut signer des artistes qui sont signés. C'est une jeune artiste canadienne qui s'appelle Josiane, qui a gagné The Voice au Canada, qui est extrêmement talentueuse. Elle a eu un gros tube radio. Là, on vient de sortir un nouveau single. Je dirais les deux aussi. Ok. Travailler sur un projet en solo avec un artiste ou sur un album collaboratif avec plusieurs artistes? Alors, je préfère travailler sur un projet solo. Okay. Les projets collaboratifs, par définition, ils sont éphémères. C'est des projets capsules. Je dis pas que c'est pas bien, hein, j'en ai fait, j'adore en faire, mais un projet solo, c'est un projet plus sur le long terme. Rivaliser, découvrir un nouveau genre musical qui cartonne ou rivaliser un genre oublié? Je dirais les deux, parce que tout ce qui est une tendance de consommation, il faut la choper. Donc si c'est du revival, parce que de toute façon la musique n'est qu'un cycle. Voilà, regardez, on a la chance de travailler David Guetta. Il a remis au goût du jour des tubes électro des années 90 qui étaient plus ou moins oubliés, enterrés, et on a fait des nouveaux hymnes mondiaux, avec même plus des millions de streams avec David Guetta, parce qu'on parle de milliards de streams. Et puis dans le même temps, aller chercher de nouvelles tendances. Je sais que il y a l'hyper pop qui est en train vraiment de breaker, qui cartonne sur tout l'univers manga, sur l'univers de la fashion, etc. Est-ce que maintenant c'est un genre musical qui va pouvoir devenir de plus en plus mainstream et s'exprimer? C'est aussi quelque chose. On parle aussi depuis quelque temps du retour de la guitare dans les productions, etc. Donc il faut être alerte sur tout. Je pense qu'il ne faut absolument pas se limiter, mais je prends tout. Ok. Petite dernière question. Relancer un artiste culte des années 90 ou promouvoir un nouveau talent prometteur? Mon ADN, c'est plus de travailler sur des nouveaux talents. Voilà. Mais demain, je serais ravi de faire du revival. Mais l'ADN, c'est quand même de travailler sur des artistes qui sont en devenir et qui méritent de réussir. Antoine Gouif, Yann, merci mille fois. Merci à vous pour votre invitation. Si vous voulez retrouver cette interview, j'ai envie de vous dire sur Spotify, sur Deezer, sur Au Micro avec Johanna et sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup et à bientôt.